Téléspectateurs, auditeurs et internautes, merci de votre fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire sur Rewmi TV et Radio Le Grand Oral. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin M. Abdoul Mbaye, président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, ancien Premier ministre du Sénégal. Bonjour, c'est toujours un très grand plaisir de vous avoir sur notre plateau, Monsieur le Premier ministre. Bonjour Fatou, bonjour Hassan. Comme je vous le disais à l'instant, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver parce que vous avez les mêmes couleurs que mon parti. Que votre parti, l'Alliance pour la citoyenneté et le travail dont vous êtes le président. Hassan, bonjour. Bonjour Fatou, bonjour Monsieur le Premier ministre et bonjour à tous ceux qui nous suivent tous les samedis à pareille heure. C'est toujours un plaisir aussi de co-animer le Grand Oral avec vous. Oui, c'est merci. Le grand Hassan, le doyen Hassan. Alors, sans plus tarder, nous allons découvrir davantage notre invité dans le portrait. Abdoul Mbaye est né le 13 avril 1953 à Dakar. Le banquier, fonctionnaire international et homme d'État est le fils du magistrat Kéba Mbaye qui a été le premier président de la Cour suprême du Sénégal, puis du Conseil constitutionnel. Diplômé de l'École des hautes études commerciales de Paris, de la Sorbonne et de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Abdoul Mbaye a rejoint en 1976 la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest comme économiste au département recherche où il travaille sur les ordres d'Alassane Dramane Ouattara et en 1977 comme économiste principal et comme chef du service de la prévision. En 1982, il est nommé président directeur général de la Banque de l'Habitat du Sénégal par le président Abdou Diouf où il reste jusqu'en 1990. Cette année-là, il est appelé à participer à la restructuration de la Banque internationale pour l'Afrique occidentale du Sénégal et devient le directeur général de la compagnie bancaire de l'Afrique occidentale CBAO créée sur les cendres de la BAO. Tout en étant à la tête de la CBAO, Abdoul Mbaye lance la première société de leasing au Sénégal et le premier fonds d'investissement de l'Afrique de l'Ouest. En 1999, il fait partie du consortium qui rachète la banque sénégalo-tunisienne BST dont il devient le directeur général. Il parvient à redresser les résultats qui progressent considérablement les 3 années suivantes. En 2006, Attijari Wafa Bank rachète la majorité des parts de la BST. Le consortium mené par Abdoul Mbaye réalise une belle plus-value lors de l'opération. En août 2007, il est nommé cumulativement avec ses fonctions de PCA de la banque, président directeur général d'Attijari Wafa Bank Sénégal jusqu'à son départ en 2009. Le 3 avril 2012, il est nommé Premier ministre par Macky Sall au lendemain de la prestation de serment de ce dernier en 2013. Le 1er septembre précisément, Abdoul Mbaye est démis de ses fonctions de Premier ministre et remplacé par Aminata Touré. Le 14 mai 2006, il lance l'Alliance pour la citoyenneté et le travail dont il est le président. Abdoul Mbaye, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024 et aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Naturellement, c'est avec un grand plaisir que nous le recevons sur ce plateau du Grand Oral. Des commentaires? Vous avez un résumé court et particulièrement juste, fidèle à la réalité. Merci. Alors, vous voulez être candidat à l'élection présidentielle de 2024. Qu'est-ce qui vous a motivé à encore tenter de participer à une élection au Sénégal après 2019? Écoutez, en 2019, vous avez raison de le rappeler, j'ai été candidat à la candidature, donc j'avais souhaité pouvoir participer à l'élection présidentielle, mais la nouveauté du parrainage était passée par là, et comme vous le savez, le parrainage est un moyen d'élimination de candidats choisis pour être éliminés, et un moyen illégal, comme a eu à le prouver, à en décider la Cour de justice de la CEDEAO. Et donc nous n'avons pas pu passer le barrage du parrainage, non pas parce que nous n'avions pas le nombre requis, mais parce que des fautes d'orthographe sur les noms et prénoms nous ont fait éliminer. C'était une élimination injuste, mais c'était une élimination programmée, parce que le président Macky Sall, fidèle à son principe politique fondamental, trouve toujours les artifices pour éliminer les concurrents et pouvoir ainsi gagner, comme il le souhaite, les élections, quelles qu'elles puissent être, et en particulier celle de l'élection présidentielle. Il faut d'ailleurs savoir que nous sommes dans un remake absolu. L'élimination des candidats passait par la transhumance organisée. Donc, on élimine un opposant en le ramenant à vous, en lui donnant les contreparties requises. Ça, c'est la première attitude. Malheureusement, ça marche bien au Sénégal, puisqu'on est souvent dans une politique qui n'est pas une politique de conviction.
Il a inventé le recours systématique à la justice pour éliminer également les candidats. À l'époque, on avait fait les frais Karim Wade et Khalifa Sall. Et le dernier instrument qu'il avait utilisé à l'époque, c'était évidemment le parrainage. Aujourd'hui, on est exactement dans le même schéma. Il a éliminé par le biais de la justice ce qu'il pouvait éliminer. Et donc, le président Ousmane Sonko est hors de compétition, a été mis hors de compétition. Il durcit le parrainage, parce que sans doute, la dernière fois, il a considéré que 5 candidats, c'était trop. Il peut peut-être encore restreindre le nombre. Donc, il a durci le parrainage en augmentant le nombre, en confirmant que l'erreur matérielle n'est pas admise, ce qui est incroyable, parce que vous prenez des informations d'une carte nationale d'identité, l'établissement de la carte nationale d'identité admet l'erreur matérielle, puisqu'on peut la refaire suite à une déclaration du citoyen, et par contre, la recopie de plus de 40 à 50 à 60 caractères sur une feuille pour un parrain, on ne vous autorise pas l'erreur matérielle. C'est quelque chose de terrible. Mais encore une fois, puisque c'est conçu pour de l'élimination, et c'est hors la loi, puisque c'est contraire à notre constitution, notre bloc de constitutionnalité, comme l'a fort joliment démontré la Cour de justice, la CEDEAO, nous sommes dans les techniques habituelles de Macky Sall pour organiser une élection présidentielle selon les résultats qu'il en attend. C'est parce que vous y croyez toujours que vous avez décidé encore de tenter de écoutez, vous représenter? Je pense qu'il faut toujours au moins démontrer la turpitude ou le souci de bafouer les règles de notre démocratie. Il faut toujours se mettre dans des positions qui permettent de le prouver aux citoyens, parce que de toute façon, ma conviction, c'est qu'un jour ou l'autre, le réveil viendra. Malheureusement, il peut être violent, comme on le voit dans les pays qui nous entourent. Il faut espérer qu'au Sénégal, on puisse faire l'économie de cette violence et de cette remise en cause par des putschs, il faut dire le mot, de nos équilibres institutionnels. Hassan? Oui, on reviendra bien sûr avec Fatou sur votre programme, etc., le projet de société que vous proposez aux Sénégalais. Mais puisque vous évoquez le parrainage, on y reste, parce que les opérations ont démarré. Et aujourd'hui, il y a eu un dialogue national à la suite duquel, bien sûr, il y a eu des rectificatifs qui ont été apportés au parrainage. Est-ce que cela vous suffit peut-être cette fois-ci pour penser que vous pourrez effectivement le réussir cette étape? Écoutez, ça va être difficile, mais nous y allons. Mais vous faites bien d'attirer l'attention sur le léger remaniement, réaménagement qui a été apporté, puisqu'il y a aujourd'hui plusieurs options. Absolument. Mais des options décidées en fonction d'un projet qui reste similaire au premier, éliminer des candidats. Et ceux qui sont le plus visés aujourd'hui, lorsque la machine judiciaire n'a pas fonctionné, sont les candidats qui sont en mesure d'apporter autre chose que de la politique politicienne. Et je vous donne un exemple qui est celui du parrainage citoyen appliqué en Turquie. Le taux qui est appliqué en Turquie représente 0,13%, je crois, de l'électorat turc. Ici, nous en sommes à 0,6%, 0,6 et 0,8%. Oui. C'est vous dire qu'on a créé un obstacle particulièrement difficile à franchir. De 44 000 et quelques à 58 000, presque 59 000. Oui. 59 000. C'est-à-dire davantage qu'en 2019, même si on fait semblant de faire d'avoir baissé le nombre, oui. Le pourcentage. Réduire à 5 le nombre de candidats sur cette base, une base illégale encore une fois, je crois que c'est sur ça qu'il faut mettre le focus et retenir que notre État
n'est pas respectueux de ses engagements internationaux, y compris lorsqu'une cour de justice internationale démontre, fait la preuve que nous ne sommes pas dans le respect de notre propre constitution, dans le bloc de constitutionnalité du Sénégal. Et ça, c'est triste parce qu'on a à ce moment-là, et le communiqué du F24 le souligne aujourd'hui, on a à ce moment-là une double vitesse. Quand la CEDEAO demande de boycotter votre pays voisin dans le cadre de la construction d'une union économique, vous suivez. Ouais. Quand il demande d'aller en guerre contre un pays membre, vous vous préparez. Et quand il vous demande simplement de respecter votre propre constitution, vous refusez. C'est incompréhensible. Et malheureusement, c'est ce type de gouvernance, rejetant le droit, rejetant la démocratie, rejetant le libre choix des électeurs, qui finit par créer des conditions qui remettent en cause l'équilibre global de l'Afrique de l'Ouest et même au-delà, puisqu'on a vu ce qui s'est passé récemment au Gabon. Est-ce que vous pensez avoir des moyens de contourner ces pièges du parrainage établi par Macky Sall, comme vous dites, parce qu'il y en a qui ont des problèmes de doublons, d'autres des problèmes peut-être qui vous avez valu votre élimination en 2019. Est-ce qu'entre-temps, vous vous êtes amélioré au niveau de votre camp politique pour peut-être contourner ces difficultés? On tire les leçons des expériences, on sait maintenant que rien n'est pardonné. On est plus vigilant et puis il faut savoir que ça c'est fait exprès pour solliciter considérablement les moyens mis en œuvre par les politiques, par les partis politiques et notamment les moyens financiers, parce que ça suppose du déplacement, ça suppose du contrôle, ça suppose de double campagne, campagne pour le parrainage, campagne pour les élections. Absolument, ça vous épuise, mais bon, qui ne tente rien à rien. Et l'expérience sert puisqu'elle vous permet de corriger vos erreurs. Mais nous ne sommes certains de rien. Évidemment. Il y a une commission paritaire, pas paritaire, de toutes les façons, une commission où les partis auront des représentants pour contrôler un peu, peut-être que... Non, on ne contrôle rien du tout. On vous met votre clé dans une machine, vous mettez dit, la clé. Non, et c'est surtout là où se trouve le problème. On ne contrôle rien du tout. Considérez qu'il y a une boîte noire, vous livrez votre clé et puis on vous dit là ça va pas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Rien du tout. Moi, je me rappelle qu'en 2018, donc avant l'élection de 2019, sur décision du président du Conseil constitutionnel, on nous a rejeté tous nos parrains de la diaspora simplement parce qu'on avait oublié de mettre le numéro d'ordre sur la première. Un numéro d'ordre. Tout a été rejeté. Notre représentant sur place a dit, mais laissez-moi 5 minutes. Avec le tableau Excel, ça vous prend 3 minutes. Oui. Non, le président du Conseil constitutionnel a dit non, il en est hors de question. Donc, on était bien dans cette logique de prétexte recherché pour... c'est compliqué. On fait Hassan remarquer, peut-être lors du démarrage des opérations hier, je vous laisse aborder ce qui a été constaté hier, le fiche par exemple, qu'on a refusé au mandataire du leader de PASTEF. Oui, le problème du PASTEF, on allait certainement aborder cette question, mais justement... Aujourd'hui, on refuse à une coalition de retirer une fiche. Véritablement, c'est la DG, la Direction générale des élections, qui prend une décision comme ça, se substitue un peu au Conseil constitutionnel. Beaucoup de citoyens se posent la question, c'est la légalité de la démarche. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que face à ces attitudes antidémocratiques, il appartient également à l'opposition et aux partis d'opposition de chercher à trouver la parade, de chercher la parade pour pouvoir s'en sortir. Je pense, cela ne m'a pas surpris, dès lors que le PASTEF n'existe plus sur le plan administratif, il ne faut pas se présenter comme représentant du PASTEF ou d'une coalition intégrant le PASTEF parce que vous prêtez le flanc. Donc il faut utiliser des biais et personnellement d'ailleurs je pense qu'ils l'ont fait puisqu'il y a plusieurs membres du PASTEF apparemment qui en tant que candidats libres ont pu retirer leur dossier. Le reste c'est évidemment il faut exploiter toutes ces attitudes sur le plan de la communication et je crois que c'est dans ce cadre-là
cherche à faire du bruit, mais la vraie question, c'est de trouver le biais pour contourner l'interdiction du PASTEF. C'est ça. Est-ce que, Monsieur le Premier ministre, vu le nombre de candidats déclarés aujourd'hui, le président Macky Sall n'a pas quand même raison d'instaurer le parrainage, quoi qu'on puisse dire, parce qu'on en est à 126 ou 128 candidats déclarés pour une élection présidentielle dans un pays comme le Sénégal? À 120. 120? Moi, j'ai entendu 126, 128. 126, je crois. 126, je crois que c'est le bon nombre. Ça va vite. Bon, alors, vous savez, voilà le prétexte. Donc, on parle de mal nécessaire. Voilà le faux prétexte pour justifier une décision antidémocratique qui met en danger la démocratie du Sénégal et le Sénégal, je le répète, parce qu'ils ont le sentiment que, bon, on organise des élections comme on veut, on fait passer le président qu'on veut, et puis on continue, et tout reste comme on le souhaite. Non, c'est pas ça. On utilise ce prétexte alors qu'il s'agit de candidature à la candidature. Oui. Allez, tout à l'heure, vous m'avez interrogé, vous avez dit, vous voulez être candidat. Oui. Voilà la différence. Rester candidat à la candidature. Oui. Nous sommes des milliers de Sénégalais à vouloir être au moins candidat et secrètement, peut-être devenir un jour président de la République. Absolument. Mais, c'est légitime. Et ça, c'est légitime et c'est normal. Ceci dit, il faut quand même en tirer des leçons. La première, c'est que même quand vous éliminez, il faut quand même se souvenir qu'au Sénégal, nous n'avons jamais eu, malgré l'existence d'intentions de candidatures nombreuses, on n'a jamais eu plus de 15 candidats, autant que je me souviens. À une présidentielle. On n'a jamais eu plus de 15 candidats. Mais le vrai problème, c'est que plus il y a de candidats, donc s'il y en a 15, plus il y a de chances d'aller vers un deuxième tour. Oui, donc on utilise le prétexte, le faux prétexte de la multiplication des candidatures à la candidature pour mettre un parrainage extrêmement restrictif et à ce moment-là réduire la chance, la possibilité d'aller vers un deuxième tour. C'est d'ailleurs les choses s'inversent quand vous avez une élection à un tour. C'est pourquoi en 2017, pour les législatives, ça n'avait gêné personne d'avoir 47 listes. Parce qu'à ce moment-là, plus les voix sont dispersées, plus le candidat du pouvoir, puisqu'il s'agit d'une élection à un tour, a la possibilité de passer. Donc, vraiment, que l'on refuse ce prétexte, parce que des candidatures à la candidature, il peut y en avoir 1000, pourquoi pas. Parce que c'est facile de dire. L'important, c'est de trouver les critères et les moyens de limiter la liste. Il est d'ailleurs étonnant qu'on aille tout de suite vers des critères de cette nature qui sont pratiquement impossibles à respecter, en oubliant un critère encore plus simple. Lorsque vous êtes le candidat à la candidature d'un parti ou d'une coalition, que l'on s'intéresse d'abord au fait de savoir si sur le plan administratif vous êtes en règle. Si on refuse la candidature de Ousmane Sonko, c'est que administrativement, en tout cas la décision est prise, on dit vous ne pouvez pas. Mais un parti qui ne respecte pas la loi, qui ne respecte pas la réglementation, n'a pas le droit de présenter un candidat, sauf peut-être comme candidat individuel. Mais on accepte des candidatures par des partis ne respectent pas la loi, donc déjà ça, c'est un critère d'élimination. Je pense également, alors ça, je ne m'aventure pas trop, mais que l'on réfléchisse également à la candidature fantaisiste, elle existe. Est-ce qu'il ne faut pas, au-delà de l'âge, un minimum d'exercice de responsabilité pour pouvoir prétendre à cette magistrature suprême? Mais est-ce qu'on peut permettre à tout le monde c'est vrai, mais que l'on s'entende, que notre représentation nationale s'entende sur des critères un peu plus objectifs? Moi, je veux bien, mais si on permet à un illettré, par exemple, qui ne sait pas lire un texte en français
on le suppose a priori, mais on ne va pas le vérifier. Donc il y a des moyens d'aller vers des élections avec un nombre de candidats limité, pourquoi pas 15 au maximum, mais sur des critères plus objectifs que ce parrainage qui est, parce qu'il est quasiment impossible à respecter, devient un critère d'élimination. Très bien. Et d'organisation d'élections non inclusives. Encore une fois, c'est la même méthode et c'est le dernier moyen d'éliminer des candidats pour aller vers l'élection non inclusive. Et croyez-moi, observez notamment la position des États-Unis, la position diplomatique des États-Unis qui ne varie pas par rapport au Sénégal. Il faut, et même de l'Union européenne, il faut le rappeler, il faut des élections inclusives. Eux ont une analyse de la situation géopolitique qui leur fait mettre le doigt sur les dangers et les risques que court le Sénégal à ne pas organiser des élections inclusives. Or, le régime de Macky Sall est dans cette logique par le biais de la justice et par le biais d'un parrainage illégal. Qu'est-ce que vous redoutez à l'issue? Pardon? Qu'est-ce que vous redoutez à l'issue de la tenue d'une élection non inclusive? Écoutez, si les citoyens sénégalais se rendent compte qu'ils ont de nouveau été trompés, à mon avis, nous allons vers une grosse période d'instabilité. Très bien, Hassan, nous pouvons avancer. Oui, justement, on va revenir maintenant sur votre projet, ce qu'on appelle souvent programme, projet de société qui est présenté aux Sénégalais. Quels sont les grands axes, en fait, pour peut-être changer, créer la rupture, comme aujourd'hui c'est un peu la mode, la rupture par rapport au système. Eh oui, la rupture qui revient. Oui. La rupture qui revient parce que, vous faites bien de le rappeler, c'est pas seulement la mode aujourd'hui, mais c'était la mode en 2011, 2012. Oui. À chaque fois qu'on parle. C'est ce qu'on nous avait promis. Et ça prouve au moins que les Sénégalais ne partagent, puisque c'est le cœur de tous les discours, ne sont pas à l'aise dans ce qui se passe. Alors, ce que nous disons, nous, c'est qu'il ne faut pas rechercher la rupture par le choix d'un homme, ça ne suffit pas. Il faut rechercher la rupture par un projet de société et par surtout la manière dont on conduit la politique dans ce pays. La conception que nous avons de la politique, elle est malheureusement une politique politicienne, une politique qui consiste à profiter du vote des Sénégalais pour son propre confort, pour son enrichissement, pour les honneurs auxquels on peut accéder soi-même et sa famille, et parfois malheureusement sa belle famille, et évidemment les partisans qui ça, on le dit jamais. Qui vous entourent. On ne le dit jamais, mais c'est bien ce qui se passe. Et pour faire le lien avec le nombre de candidatures à la candidature, mais qui analyse véritablement la situation économique, en particulier financière, sociale du Sénégal, très sincèrement, devrait avoir peur de déposer une candidature. Mais pourquoi ils le font? Parce qu'ils n'en voient pas l'aspect charge. Être président de la République d'un pays comme le Sénégal, dans sa situation actuelle, c'est une charge extrêmement lourde, difficile à assumer. Mais non, en bon politicien, il n'en voit que l'aspect jouissif. Je vais être président de la République, je vais être dans un avion neuf avec un lit dedans, je vais conduire une Mercedes Maybach qui coûte 1 milliard, j'aurai des motards devant, des motards derrière, et puis ma caisse sera infinie. Les privilèges. Je veux. Donc ce sont ces aspects-là. Donc il faut une autre conception du projet politique. Absolument. Il doit être orienté vers la patrie plutôt que le parti, ça vous dira quelque chose. Ce projet politique doit être orienté vers la satisfaction des besoins des citoyens, l'amélioration du mieux-être des citoyens, et non pas des dirigeants politiques, en commençant par le président de la République et sa famille. Ça, c'est vraiment un axe fort de notre projet et que l'on retrouve ensuite décliné, notamment dans la recherche d'un équilibre des institutions, réduisant le pouvoir du président de la République, rendant redevable le président de la République dans l'exercice de ses fonctions. Ça veut dire que demain,
Si un président de la République attribue un puits pétrolier ou gazier au profit d'une société dans laquelle son frère travaille, il sera poursuivi en justice et démis. Il faut que ce soit possible. Sinon, c'est la porte ouverte à tous les excès et c'est inacceptable. Quand un président de la République refuse d'appliquer la Constitution et notamment un arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, il faut pouvoir le démettre parce qu'il est manifestement hors intérêt de son pays, hors intérêt de son peuple. Réduire les pouvoirs du président de la République, le rendre redevable dans l'exercice de ses fonctions, mais également renforcer le pouvoir de contrôle de l'Assemblée nationale, pour m'en tenir qu'à cela, parce que on a une Assemblée nationale qui n'est pas dans ce rôle. On a une Assemblée nationale qui est même allée, vous vous en souviendrez, lorsque on a décidé de réduire le pouvoir majeur qui est le sien, c'est-à-dire de sanctionner le gouvernement en exercice par la suppression du poste de Premier ministre, ils ont dit on vote ça en urgence. C'est incroyable de vivre pareille situation. Forfaiture par rapport à la mission qui vous est donnée par votre peuple. Il faut aussi, évidemment, recréer ou créer l'indépendance de la magistrature. Ça, c'est quelque chose d'essentiel au fonctionnement d'une démocratie. La justice à double vitesse, la justice mal rendue, la justice exécutée sur ordre de l'exécutif, ça détruit une nation, ça détruit un peuple. Et nous allons même un peu plus loin. L'administration également doit être rendue plus indépendante du parti au pouvoir. Malheureusement, on a vu ce qu'il en est advenu pendant le magistère du président Macky Sall. Donc ça, c'est au niveau institutionnel. Ensuite, au niveau économique, nous avons retenu de combattre la faim et l'extrême pauvreté en toute priorité. Il est inadmissible que plus de 60 ans après nos indépendances, le Sénégal, chaque année, ait besoin de prendre en charge près d'1 million de personnes en insécurité alimentaire. Ça, il faut y mettre fin. Il faut y mettre fin. Ça passe par quoi? Par le développement de l'agriculture. C'est la priorité des priorités. Développement de l'agriculture, d'abord pour lutter contre la faim et également pour lutter contre l'extrême pauvreté, parce qu'à ce moment-là, des revenus sont créés au profit des paysans. C'est là qu'il y a les plus pauvres qui quittent, ce qui motive d'ailleurs l'exode rural, puis ensuite l'exode maritime, appelons-le ainsi, parce qu'ils sont tellement pauvres qu'ils sont prêts à sacrifier leur vie dans des pirogues pour aller vers un Eldorado qui n'est toujours pas promis. Lorsque vous quittez l'agriculture, bon, je passe assez vite, oui, bien sûr, et à l'intérieur de l'agriculture, d'ailleurs, il ne faut pas oublier le secteur de la pêche. Là également, c'est une catastrophe. Il n'y a que des catastrophes dans le fonctionnement de l'économie sénégalaise. Nous avons besoin de laisser les ressources halieutiques sénégalaises aux pêcheurs artisans sénégalais en priorité, pêcheurs industriels sénégalais sans triche. Ça, c'est important et nous le mettons en œuvre, ce projet. Cette partie de notre programme, nous la mettons en œuvre en retenant le principe de réciprocité. Les pêcheurs sénégalais peuvent aller pêcher en Mauritanie dans le cadre d'accords, peuvent aller pêcher en Guinée-Bissau dans le cadre d'accords. On permet aux pêcheurs mauritaniens ou aux pêcheurs bissau-guinéens de venir pêcher dans nos eaux. Mais on ne permet pas à des bateaux venant de contrées particulièrement lointaines où nos propres pêcheurs ne peuvent se rendre de venir pêcher dans nos eaux. Que les ressources au nom de licence de pêche vendue. Ah oui. Ensuite, je passe tout de suite à l'industrie. Nous avons une vision révolutionnaire de la reconstruction de notre industrie. Nous pensons qu'elle est révolutionnaire pour le Sénégal, mais elle ne l'est pas pour les pays qui ont vécu des émergences. Nous avons la vision suivante. Il faut bâtir notre industrie à partir de notre artisanat. Notre artisanat qui se distingue à travers l'Afrique, qui se distingue à travers le monde. Lorsque vous abordez des secteurs comme la confection, comme l'orfèvrerie, comme la menuiserie bois, comme la menuiserie métallique, comme la cordonnerie, la maroquinerie, il faut organiser ces secteurs avec le soutien de l'État, avec la contribution forte des organisations, appelons-les patronales, artisanales, afin de transformer l'artisan
l'échoppe artisanale en semi-manufacture et assurer un passage ensuite de la semi-manufacture vers l'industrie. Évidemment, on ne peut pas négliger les services. On ne peut pas surtout oublier de recourir à du digital, créateur d'emplois, pour améliorer les services comme la santé, l'éducation en particulier, parce que les retards sont importants et on ne voit pas des routes vers un progrès. Il est également un aspect important sur lequel je souhaite insister, parce que nous avons besoin de main-d'œuvre, nous avons besoin d'emplois à créer pour donner de l'espoir, même s'il n'y aura pas une solution immédiate pour tout le monde. Nous avons besoin d'une économie orientée à haute intensité de main-d'œuvre. C'est déjà le cas, ce sera le cas pour la relance agricole, la révolution agricole. Ce sera le cas pour la révolution artisanale et industrielle. Mais nous allons récuser également la logique des grands travaux, des grands projets, au profit d'une logique de grands travaux. Systématiquement, le budget de l'État, la commande publique sera orientée dans le sens de projets, de commandes d'équipements susceptibles de faire travailler le plus grand nombre de Sénégalais. Le Sénégalais d'abord, c'est le cœur de notre projet. Et pour vous donner un exemple, si demain nous avons à choisir entre 50 km de TER permettant de sauver les emplois chez Alstom, non, nous choisirons pour les mêmes budgets, il faut le savoir, pour les mêmes budgets, nous choisirons de faire revivre le rail du Sénégal, de faire revivre les gares sénégalaises, de redonner des emplois. Le rail a toujours été une source de création d'emplois particulièrement importante à travers le monde. De même d'ailleurs qu'il est impossible de prétendre à l'émergence en oubliant son rail, en le laissant mourir ou revivre petitement comme c'est le cas. Ça revient petit à petit, on les en félicite, mais malheureusement, l'essentiel a déjà été dépensé ailleurs et aujourd'hui, les capacités d'endettement sont limitées, donc ça ressemble un peu plus à du rattrapage qu'à une vision politique et économique réelle. Donc quelques grands axes que je vous lance ainsi. Et que nous pouvons je ne sais pas, Fatou, j'aimerais coller une question à cela avant qu'on avance. Hassan aime très bien les débats économiques. Beaucoup. Ça, je le sais. Allez-y. Monsieur le Premier, on connaît votre parcours. On se pose une question. Est-ce que vous souhaitez transférer les méthodes de gestion du privé dans le public? C'est la question que je voulais vous poser, en fait. Écoutez, d'abord, je crois que dans ma présentation tout à l'heure, on a fait référence à mon séjour à HEC. Vous savez, nous avons deux options. Il y a l'option management public, l'option management privé. En tout cas, c'était le cas à l'époque. Ah oui, pour les universités. Mais ça veut dire qu'il y a du commun entre le management public et le management privé. J'ai fait l'expérience du management public en arrivant avec une formation et une pratique management privé. Absolument. Et croyez-moi, interroger, peut-être pas les ministres encore en fonction, interroger les ministres avec lesquels j'ai eu la chance de travailler, interroger les hauts fonctionnaires qui ont constitué cette fameuse Dream Team, parce que c'est comme ça qu'on nous qualifiait à l'époque de la primature, et demandez-leur si c'est pas l'imposition d'une démarche privée, mais la symbiose entre un management privé basé sur la recherche d'objectifs au profit de parties prenantes et le management public prenant en compte l'intérêt général. S'il est possible, si cette symbiose relève du mirage ou de la possibilité. Vous savez, on vous apprend à gérer en fonction, non pas de votre intérêt personnel, qui peut être subsidiaire. Si on vous dit, vous avez la responsabilité de rendre cette banque bénéficiaire, et si c'est le cas, vous aurez une partie des bénéfices, évidemment, vous avez une partie des bénéfices. Après, vos intérêts sont pris en compte. Mais l'intérêt principal, c'est celui du bénéfice que vous devez construire en fonction des différentes parties prenantes, c'est-à-dire les actionnaires qui sont propriétaires,
également le personnel, parce que c'est lui qui construit le bénéfice, il doit être motivé, et la clientèle. Donc quand vous arrivez dans le public, mais votre clientèle, c'est l'intérêt général, c'est le peuple. C'est celui qui vote pour vous, c'est celui qui vous maintient en fonction, et très sincèrement, l'objectif n'est même pas d'être maintenu en fonction, c'est de donner satisfaction à ceux qui vous ont élus. Du résultat. Et même à ceux qui ne vous ont pas élus, dès lors que la majorité a accepté que ce soit vous. Mais quand vous arrivez, alors si c'est ça le management public, je le récuse totalement, mais si quand vous arrivez, vous dites, bon, ils m'ont élu, mais moi je vais m'enrichir, enrichir ma famille, enrichir ma belle famille, et puis les partisans proches qui m'assistent dans cette œuvre destructrice de mon pays, je ne pense pas que ce soit le bon modèle. Absolument. Et de toute façon, je vous le redis, il conduit à une explosion. Ça peut être retardé. Et encore une fois, Hassan, je me permets d'insister là-dessus, que l'on cesse de penser que le Sénégal est un havre de stabilité et de paix et qu'il le restera à jamais. Ce n'est pas le cas. Moi, par exemple, le président Abdou Diouf, il avait eu l'intelligence au début des années 90 de constater, d'anticiper sur un drame qui pouvait faire exploser notre pays. Et à ce moment-là, il a remis sur la table, appelons ça la démocratie sénégalaise. Il a fait concevoir un code électoral qualifié de consensuel en appelant tout le monde autour de la table et en mettant en œuvre un dispositif qui rendait enfin possible une alternance. Que se passe-t-il depuis 2012 ? Depuis 2014, disons, parce qu'en 2012, il y a quand même eu des élections législatives qui ont été organisées sans aucune contestation possible. Mais depuis lors, on est dans du recul démocratique. On est dans du recul démocratique, c'est ce que nous vivons depuis lors. Et au lieu d'appeler à un grand débat consensuel pour faire baisser les tensions qui existent, qui sont existantes, parce qu'elles n'ont jamais atteint un tel degré. On n'a jamais eu 40 morts dans des manifestations, c'est incroyable. Donc, elles ont atteint un tel degré que vraiment, il fallait suivre l'exemple du président Abdou Diouf. Mais au lieu de cela, on appelle à des petits dialogues, avec à chaque fois le souci de faire passer à travers ce dialogue ce qu'on veut pour la prochaine élection. C'est ce qui s'est passé. Vous pouvez les passer en revue. C'est exactement ce qui se passe à chaque fois. C'est la première fois d'ailleurs que cela cale avec le 4e dialogue du président Macky Sall, lorsqu'il a voulu faire passer à l'Assemblée nationale la loi permettant de dissoudre immédiatement l'Assemblée nationale. Mais sinon, pour tout le reste, c'est passé facilement, comme lettre à la poste, et avec évidemment les récriminations de l'opposition. Mais lorsque le peuple se réveillera, cela peut créer de la douleur. Alors, en parlant tout à l'heure de maître d'œuvre, ça nous a fait penser naturellement à la jeunesse qui est en train malheureusement de partir via la mer pour l'Espagne, l'Italie, entre autres pays d'Europe. Est-ce que vous avez justement des pistes de solutions pour arrêter cette saignée? Parce que si on n'a plus de jeunes, si vous arrivez avec votre programme et que vous créez même de l'emploi, il n'y aura malheureusement personne pour bon, d'abord, bénéficier. Ce qui se passe est triste. On dit souvent que la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Lorsque cette jeunesse n'a comme objectif que de fuir son pays, c'est qu'il y a un grave problème. C'est la preuve d'un grave échec sur la durée, mais qui n'a pas pu être réparé au cours par le dernier régime et qui peut conduire à une catastrophe. Je dis cela parce que lorsque vous êtes prêt à perdre la vie plutôt que de rester dans votre pays, lorsqu'on vous en empêche, à la limite, vous restez dans la même démarche pour du changement. C'est que vous êtes au bout du rouleau. Exactement. Ça s'appelle du désespoir. Il n'y a plus d'espoir. Je suis pauvre. Je n'ai pas l'espoir de pouvoir construire une vie. Parfois, on y ajoute de l'injustice, ça explose. Ça nous vaut déjà 40 morts.
mais il y en a des centaines et des centaines qui sont restés en mer. Donc il faut véritablement que l'on s'engage dans une démarche programmatique globale privilégiant la création d'emplois. Et là, je me permets de faire la remarque suivante. Il ne faut pas croire, il ne faut pas faire croire qu'un emploi se crée par décision administrative. Il ne faut pas croire, il ne faut pas faire croire qu'on va créer des emplois pour les lutteurs. J'ai vu ça la dernière fois, un communiqué venant de quelque part. Non, c'est pas ça. Il faut une démarche économique, un choix, un projet de société créateur d'emplois dans l'immédiat et dans la durée. Et c'est pourquoi, dans le peu que j'ai pu en dévoiler, en répondant à la question de Hassan tout à l'heure, j'ai insisté sur le choix par l'État de projets à haute intensité de main-d'œuvre. Une stratégie économique orientée création d'emplois. Parce qu'il ne faut pas croire qu'en créant une agence pour la création d'emplois, un bureau pour la création d'emplois, on va créer des emplois. C'est du leurre, c'est des échecs à n'en plus finir. Ce sont des structures qui permettent de créer un emploi pour un responsable politique, quelques emplois pour des militants politiques, et puis l'essentiel du fonctionnement de ces agences, le budget de ces agences est consommé par le fonctionnement. Donc véritablement, et cela je vous le dis parce que je l'ai vécu, l'agriculture, d'abord parce que l'exode par la mer, vous en avez parlé, naît d'abord de l'exode vers les villes, de l'exode des banlieues vers la mer. Il y a un potentiel agricole au Sénégal qui n'est pas exploité. Et à notre grande surprise, on ne sait pas pourquoi. C'est incroyable. Mieux, je vais même dire mieux. Quand vous vous mettez à vouloir l'exploiter, on est capable, on est en mesure d'y mettre fin. C'est-à-dire que quand nous sommes arrivés en 2012, avec l'équipe gouvernementale que nous avions, la priorité des priorités, après la lutte contre l'insécurité alimentaire, c'était la relance agricole. Mais c'était basé sur quoi? Il faut une nouvelle politique de production de semences certifiées, parce qu'elle avait été abandonnée. Il faut une distribution des engrais à un prix accessible et à temps. Il faut du matériel adapté à notre agriculture familiale. Et nous avons lancé des projets dans cette direction. Mais quand nous sommes partis, tout a été abandonné. Tout. C'est comme si on ne veut pas, on ne voulait pas. Il n'y a pas de volonté mais tout a été abandonné parce qu'on n'a pas une vision allant dans le sens de la prise en charge de l'intérêt général, allant dans le sens de la construction du mieux-être de nos populations. On a une vision basée sur l'enrichissement, les honneurs un peu, et la prédation des ressources publiques. C'est tout. Et ensuite, la politique politicienne a besoin d'énormes moyens, de personnes devant disposer de moyens. Et au lieu d'aller dans le sens d'une production des semences certifiées, vous allez préférer un système d'opérateurs privés semenciers avec des subventions de l'État à n'en plus finir, mais allant dans des poches susceptibles de vous aider dans votre recherche de maintien au pouvoir. Donc vraiment, les éléments que j'ai donnés tout à l'heure et qui caractérisent notre politique économique proposée, orientée, création d'emplois, parmi les grands travaux, j'en cite un. Même en 2012, nous avions retenu parmi les grands travaux la lutte contre les inondations. Et pourquoi? Parce que la lutte contre les inondations n'implique que des Sénégalais, des travailleurs sénégalais. Lorsqu'il faut creuser, lorsqu'il faut installer des canalisations, lorsqu'il faut construire des canaux, lorsqu'il faut déloger, détruire certaines habitations et créer de nouveaux logements, de nouvelles cités. Et tous les mardis, les lundis au début, mais tous les mardis, au 9e étage de la primature, je présidais un conseil interministériel
Et l'un des points majeurs de ce conseil interministériel consistait à recenser le nombre d'emplois créés dans le cadre de l'exécution de ce programme. Nous sommes partis, il a été abandonné. Qu'est-ce que vous voulez faire? Hassan? On n'a pas de temps. Oui. Et beaucoup de choses à dire. À dire, oui. Notamment le Nous pouvons recul avancer. démocratique. Oui, on peut en parler. Avant de parler d'international. Oui. Mhm. Monsieur le Allez-y. Premier ministre, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'état actuel de la démocratie sénégalaise? Donc on parle de recul, notamment des intellectuels. On note aussi des caravanes bloquées, des manifestations interdites tous azimuts, l'arrestation d'opposants et d'acteurs de la société civile. Comment se porte la démocratie? Écoutez, le recul démocratique, c'est vrai, il est vécu par les faits que vous indiquez. Mais le recul démocratique, il se mesure à la destruction de la démocratie. Une démocratie, elle repose sur l'indépendance des pouvoirs. Or, le Sénégal aujourd'hui, qu'est-il devenu? Vous avez un président de la République, un exécutif, pouvoir exécutif, omniprésent, omnipotent, qui décide de tout. De tout, de tout. De tout. Je vois, je ne sais pas si vous avez suivi, mais l'ARMP, qui était considérée comme une institution indépendante. Capable de remettre en cause l'attribution de marchés, etc., a été débaptisé, c'est devenu l'ARCOP. C'est logé à la présidence de la République. Carrément. Mais c'est incroyable. Ça veut dire que vraiment, on ne sait plus. Bon, vous avez... Tout dépend du président de la République. On me dira peut-être c'est pas nouveau, mais ça s'est accentué. Je donne simplement l'exemple de l'ARCOP. Vous avez une Assemblée nationale qui est totalement dépendante de l'exécutif. Heureusement, l'intercoalition, le recours à l'intercoalition, et c'est là que je dis, vous avez des pièges qui existent, mais il appartient à l'opposition de pouvoir les contrer, les détourner. La réponse à des élections à un tour permettant à un pouvoir, parce qu'on l'oublie, en 2017, le pouvoir de Macky Sall est déjà minoritaire au plan national. Il n'a pas 50% après, il a 47 et quelques, je crois, après les élections législatives. Mais il a 76% des députés. Et il fait ce qu'il veut. Et il fait ce qu'il veut et il violente notre Constitution. Je reviens encore au problème du parrainage comme exemple facile à appréhender. Oui. Donc, heureusement, on a pu trouver une parade, mais vous avez à ce moment-là une dame qui se lève, qui dit « Bon, moi, je conteste quand même certaines choses », et on décide qu'il faut la sortir de l'Assemblée nationale. Ça, c'est incroyable. Incroyable ce qu'a vécu Mme Aminata Touré. Incroyable. Vous avez la magistrature. Très sincèrement, vous avez, et je le certifie, des juges de très grande qualité, totalement indépendants. Et puisqu'on m'a imposé un parcours au sein de l'appareil judiciaire, moi je puis vous dire qu'il y a des juges manipulés autant qu'il y a des juges indépendants. Il y en a, hein. Ça, il faut le savoir. Et moi, je sais. C'est clair. En plus, vous avez aujourd'hui le service aux citoyens qui est compromis par la politisation de l'administration. Je pense que sur les deux derniers points, nous ne sommes jamais allés aussi loin au sein de la démocratie sénégalaise. Et cette capacité à restreindre, à réduire l'inclusivité, le principe de l'inclusivité électorale, ça c'est également nouveau, c'est le recul principal. Alors évidemment, ça se traduit ensuite par des attitudes absolument abjectes, quoi. Alors je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais apparemment ça l'est. Je constate qu'on recherche quelqu'un, on ne le trouve pas, on arrête des membres de sa famille. Les membres de sa famille, c'est quelque chose de terrible. On fait sur lequel d'ailleurs Alioune Tine rappelle vous avoir saisi
concernant un proche de Karim Wade. Oui, il y a très longtemps. Mais ce qui me sidère dans le fonctionnement de notre État, puisque vous avez cité État, c'est par exemple, on en a parlé tout à l'heure, des manifestations ont lieu, 40 personnes et plus décèdent, et à ce jour, il n'y a pas un suspect. Pas un. Arrêtez. Mais c'est d'une gravité inouïe. Imaginez. Alors on me dit, oui, ils étaient en train de casser, etc. Mais les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils ont fait en France? Sur combien de week-ends ils ont cassé? Vous avez entendu une personne tuée par balle réelle parmi les manifestants? Non. Il y en aurait eu 2 ou 3, mais je pense que Macron tombait. Oui. Mais nous en avons plus de 40. Il n'y a pas un suspect. Pas d'enquête aussi. Ça, c'est d'une gravité extrême. Et vous savez, il y a des douleurs et de l'injustice qui se vivent presque en solitude. Mais le jour où cela se diffuse et finit par concerner le peuple en entier, là, ce dernier n'est plus contrôlable. Et tout est possible. Est-ce que cela amoindrit, selon vous, les chances du candidat de la majorité, Amadou Ba, qui va certainement battre campagne avec le bilan de Macky Sall? Je ne vais pas parler de Amadou Ba, mais ce que je peux vous dire, c'est que le Sénégalais vit une situation extrêmement difficile. Elle est politique, c'est le recul démocratique, elle est économique, elle est sociale. Je ne vois pas personnellement un secteur au Sénégal dont les citoyens sont satisfaits. C'est pourquoi ils se réfugient derrière infrastructure. Peut-être le football. Même malheureusement, il y a une défaite, mais on espère qu'on va continuer à gagner. Et très sincèrement, c'est le résultat de citoyens sénégalais talentueux. Absolument. Plutôt que d'un État. Donc, on a besoin de rupture, vous le disiez tout à l'heure. Mais ce qu'on constate, c'est un souci de continuité. Pourquoi je me permets de le dire? Le président Macky Sall choisit la personne qui lui ressemble le plus. Donc je raisonne continuité plutôt que candidat. La campagne viendra, on aura le temps d'échanger entre candidats si nous le sommes. Alors, il lui ressemble le plus, il est même son jumeau, ils sont nés la même année. Ils doivent tout au système, depuis simple agent recruté jusqu'aux fonctions de directeur général, ministre, premier ministre. Ils font partie probablement des fonctionnaires, ou en tout cas des personnes membres du système les plus riches du Sénégal. Donc, ils se ressemblent dans les 2 gouttes d'eau. Et je ne pense pas qu'on soit dans autre chose que de la stricte continuité. Malheureusement, les Sénégalais ont besoin de rupture. Du machiavélisme. La femme de maison qui va au marché, c'est que ça ne marche pas. Le père de famille qui amène son enfant à l'hôpital pour le faire soigner, c'est que ça ne marche pas. Les parents qui veulent que leur enfant étudie à l'école savent que ça ne marche pas. Les parents qui se sont sacrifiés, ça, ce que je vous dis là, je l'entends tous les jours dans les rencontres citoyennes que nous organisons, qui ont dépensé pour permettre à leur enfant de terminer un cycle universitaire, savent que ces derniers n'ont pas d'emploi, donc que ça ne marche pas. Alors de quelle continuité parle-t-on? De quelle continuité parle-t-on? Celle des scandales à n'en plus finir? PSE, par hasard. Écoutez, j'ai vous dire une chose. PUDC. Bon, c'est vrai. D'ailleurs, vous faites bien de souligner. Maladie universelle. Le PUDC, c'est autre chose, mais le PSE qui se transforme en... Je ne me retrouve plus, d'ailleurs, personnellement. Moi aussi, mais on avance un projet,
ça ne donne pas les résultats, le meilleur moyen, plutôt que de faire un bilan, c'est de trouver une autre dénomination et de partir dans une autre direction. Mais ceci dit, le PSE, qu'on considère quand même comme la ligne directrice, jusqu'en 2035, nous avons participé à son élaboration. Et si vous le lisez, vous verrez qu'au-delà de tous les objectifs, toutes les grandes tendances qui ont été annoncées, etc., il y a une liste de conditions, des conditions sine qua non pour que ça se réalise. Pour que ça se réalise. Et la première des conditions, vous savez laquelle est? Le coût de l'énergie. Trop cher maintenant. Alors, quand vous vous retrouvez dans une situation d'impasse budgétaire, elle existe parce que les finances publiques du Sénégal sont mal gérées, moi j'ose le dire. Quand vous vous retrouvez dans cette impasse, la seule solution que vous trouvez, c'est d'avoir recours à votre vache à lait politicienne. Hein, elle n'en est pas absente, on pourra en parler si vous voulez. C'est-à-dire la Sénélec, et vous accroissez le coût du facteur qui fragilise le plus la compétitivité économique du Sénégal et qui condamne le Sénégal à être sous-développé. C'est ça la question, la vraie question. On ne s'en sortira pas comme ça. Et c'est pourquoi d'ailleurs, pour revenir au programme, il y a un point important que je dois souligner. Nous ne sommes pas dans des logiques, oui, on va exploiter le gaz et le pétrole, il y aura encore de l'argent qui va rentrer, alors on fait miroiter aux Sénégalais des milliards et des milliards. Durant tout l'entretien, vous n'avez pas parlé de gaz. J'y viens parce que bon, je ne peux pas tout dire. Il est midi 4. L'occasion se présente. Oui. Et vous évoquez des milliards. On dit par exemple, oui, 2023, la production de gaz et de pétrole va commencer dernier trimestre. Donc, on attend le premier baril en 2024. Il y aura un taux de croissance de 10,1%. J'ai dit non, tout de suite, j'ai dit c'est des histoires. C'est pas possible. Aujourd'hui, on est devenu plus modeste. Finalement, il n'y aura pas de croissance. Mais on va se limiter à 4,1%. Il n'y aura pas de... Bon. Mais le vrai problème, c'est qu'on nous annonçait 54 milliards ou un peu moins de rentrée. Qu'est-ce que c'est par rapport à un déficit de 1045 milliards? Minorité. Lorsque la production sera maximale. Mais on ne nous annonce pas plus de 150 milliards par an sur un déficit actuel de 1045 milliards annoncés. Ce que nous disons, nous, c'est que le pétrole et le gaz du Sénégal ne doivent pas être appréhendés sous la forme de milliards qui arrivent. Ils aiment ça, hein? On a emprunté 1000 milliards. Non, ça doit permettre de respecter la condition première permettant de mettre le Sénégal en situation d'émergence. Ou au moins dans une position rendant possible l'émergence, c'est-à-dire que ça doit permettre de créer de la compétitivité à l'économie sénégalaise par le biais de l'abaissement du coût de son énergie. Merci Hassan, nous aurions aimé évoquer d'autres points parce qu'il y en a, mais le temps ne nous le permet pas. Il est 12h06. Merci Hassan pour me dire ne posez pas une autre question. Oui, parce qu'il est 12h06, Hassan, on a assez débordé, mais on aura d'autres occasions, Monsieur le Premier ministre. Ce n'est que partie remise. Merci pour aujourd'hui, ça a été un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Merci de m'avoir accueilli et merci pour cet échange intéressant. Merci beaucoup Hassan. Merci Fatou. Ça a été un plaisir. Merci à tous qui suivaient ce grand horaire sur Rewmi TV Radio et Rewmi TV officiel, notre chaîne sur YouTube. Merci à toute l'équipe technique, la régie assurée par Malik Faye et Jao Diallo du côté de la radio. Merci aussi à Mariem pour le maquillage et le service. Réécoutez ce grand oral lundi à 18h. Nous vous retrouvons samedi, Inch'Allah, avec un autre invité. Passez un très bon week-end.